Bonjour Lucas, merci de t'être rendu disponible. Tu nous avais contacté, je crois, en fin d'année dernière pour nous parler de ton livre qui a été écrit à plusieurs mains et dont tu es le directeur d'ouvrage. Alors, avant de parler du livre, est-ce que tu peux te présenter très brièvement ? Oui, alors très brièvement, Lucas Verhelst, je suis architecte urbaniste de formation. Je m'intéresse aux questions liées aux transitions depuis une petite dizaine d'années. Donc j'ai créé une première association en 2022 qui s'appelle le LUSEA, qui est un laboratoire d'idées sur des questions d'expérimentation du sol. Et donc, en 2023, j'ai lancé la rédaction de l'ouvrage dont on m'a parlé aujourd'hui, le manuel de monde en transition, qui est apparu le 10 janvier dernier, qui est un bouquin de 19 co-auteurs, et qui a donné lieu à la création d'une autre organisation qui s'appelle l'I3, donc l'Institut international d'impédimentologie, dont je suis co-directeur, et voilà, je consacre une grosse partie de mes journées à promouvoir cette approche. Lucas, du coup, est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce bouquin ? Ce qui a motivé l'écriture de ce bouquin, c'est le constat selon lequel on a l'impression que les choses n'avancent pas ou pas assez vite en matière de transition. Je pense qu'on a été dans une forme d'euphorie peut-être entre les années 2005 et 2019. Je prends l'année 2019 vraiment comme une année charnière de prise de conscience que les choses n'avançaient pas assez vite. Période d'euphorie parce qu'on avait le sentiment de bien comprendre le problème. Et je pense que déjà là, il y a une question qui est de savoir si on a vraiment bien compris le problème. Peut-être qu'on l'a compris on l'a bien compris de manière multisilotée, mais de manière systémique, je pense qu'il y a encore un petit peu à faire. Et puis en face de cette compréhension relative du problème, on avait aussi l'impression d'avoir des solutions. Donc, les solutions, ça va être tous les concepts de transition, tous les adjectifs qu'on a pu accoler au mot de transition, en commençant par la transition écologique sous la plume de Rob Hopkins en 2005, puis la transition énergétique, qui ont été mis au fronton de nos institutions avec des ministères de la transition écologique et énergétique. Donc on avait vraiment l'impression que les choses étaient en train de bouger, et puis le point d'orgue, effectivement, ça a été en 2019, avec la Convention citoyenne pour le climat, les marches pour le climat, donc on avait vraiment l'impression que la transition était bien enclenchée. Sauf que le Covid est passé par là, et que depuis, on prend des séries de backlash, en fait, en ce moment quotidien. Et on pourrait même considérer qu'on est sur un recul aujourd'hui des processus de transition. Donc, dès 2023, on a été plusieurs experts des transitions à se dire ça n'avance pas assez vite. Et ce constat, il est partagé par plein de monde au sein de cette nébuleuse transitionnelle. Beaucoup de gens sont d'accord sur ce constat-là. Donc, l'élément déclencheur, ça a été celui-là. Ça a été de se dire ça n'avance pas. Et quand on a dit ça, la deuxième question qui vient derrière, c'est pourquoi est-ce que ça n'avance pas ? Cette question, on la pose souvent aux penseurs de la transition, que ce soit sur des questions de décroissance ou sur des questions de décarbonation, sur des enjeux d'hydrologie régénérative ou autre. Et pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi est-ce que tel concept reste un épiphénomène ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à massifier ? Et la réponse qui est souvent formulée, c'est qu'il y a des freins, il y a des verrous socio-techniques, il y a des obstacles, peu importe comment on les appelle. La formulation change et l'explication les obstacles qui sont convoqués par ces penseurs changent selon qu'on l'on parle à tel ou tel penseur. Pour certains, ça va être le monopole de la croissance. Pour d'autres, ça va être le fait qu'il y ait trop de normes. Pour d'autres encore, ça va être nos institutions qui sont pas adaptées. Pour d'autres, ça va être notre cerveau, le striatum, ou quoi sais-je. En fait, chacun a un peu son explication du problème, son obstacle fétiche. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait faire un petit travail de recherche indépendante. On n'est pas rattaché à une université quelconque. Donc c'est vraiment de la recherche indépendante. On s'est mis à 19 pour déjà identifier ce qui faisait obstacle. Donc l'objectif du livre, c'était de comprendre un petit peu les freins à l'action, les obstacles. Et donc le travail que vous avez fait, c'était un petit peu de recenser tous ces obstacles. Et donc le livre, il s'adresse à qui exactement ? Bon, il s'adresse au grand public déjà, parce que finalement, on est tous confrontés à des phénomènes d'obstacles dans notre quotidien, pas
pas qu'à l'endroit de la transition écologique, mais aussi vis-à-vis de nos projets personnels. Il y a des obstacles neuropsychologiques, comportementaux. Sauf qu'à l'échelle individuelle, sur des projets individuels, on a beaucoup plus de facilité à accepter le fait qu'il puisse y avoir des obstacles à un projet qu'à l'échelle collective. Donc, cette thématique des obstacles, on y est tous confrontés, donc je dirais déjà le grand public, et c'est aussi pour ça qu'on a opté pour un format avec une mise en page, avec des images, avec un phrasé qui est quand même relativement compréhensible, un bouquin qui est relativement didactique. Donc, le grand public, par rapport à une thématique nouvelle qui est celle des obstacles au changement, déjà, avant d'être les obstacles à la transition, à la grande transition, il y a qu'est-ce qui fait obstacle au changement. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment le grand public qui est concerné. Et puis, il y a un public un peu plus fin, qui est celui des experts de la transition, un public un peu plus averti. C'est en gros tout penseur ou tout faiseur de transition qui a pu s'apercevoir que dans les tentatives de transition qu'il a essayé de mettre en place, dans les dispositifs de transformation territoriale, locale, ou dans son entreprise qu'il ou elle a essayé de mettre en place, il ou elle a rencontré des freins, des obstacles. Donc là, ça peut être effectivement des auteurs déjà, des universitaires, des professeurs d'université, des responsables RSE, des gens comme vous qui dirigent un think tank. Voilà, donc ça c'est un peu un deuxième public un peu plus averti sur lequel on compte pour accompagner justement les processus de transition. Et Lucas, un peu des obstacles que vous avez décrits à plusieurs dans le livre. Expliquer un peu comment vous avez fait pour les recenser justement ces obstacles. Quelle a été un peu la méthodologie? Alors merci Jade. La méthodologie a été complètement empirique. L'impédimentologie, c'est une discipline de recherche qu'on essaye d'initier. C'est pas proprement parler une science. Et notre démarche, notre méthode, elle n'a pas été scientifique entre guillemets. C'est-à-dire que la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui peut faire obstacle au changement, qu'est-ce qui peut faire obstacle au processus de transition. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a écouté les penseurs de la transition qui déplorent eux-mêmes le fait qu'il y ait des obstacles à leur transition à eux, que ce soit la décarbonation, que ce soit le rebouclage des cycles, des cycles biogéophysiques, que ce soit le rebouclage du cycle de l'eau, que ce soit la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Voilà, chacun a déjà ses obstacles à lui. Donc tu as parlé, je te coupe, tu as parlé d'empédémologie. Non, comment tu as dit? L'impédimentologie. Et comment tu définis ça? Alors l'impédimentologie, c'est une discipline de recherche-action qu'on promeut en fait dans ce livre et que de manière aussi disjointe, on essaie de promouvoir au travers du champ des sciences sociales, et ce travail est en cours. C'est en fait une discipline de recherche-action dont le but est d'étudier, de traiter les obstacles au changement et en particulier à la transition, notamment celle qui consiste de passer d'une ère de l'Anthropocène vers une ère du respect des limites planétaires. On pense que ça a été relativement un impensé jusqu'à là. En tout cas, depuis que les choses sont vraiment bien enclenchées. Alors, il y a eu plusieurs steps. On peut dire les 87, émergence du développement durable, 2005, transition écologique qui émerge. Depuis ces différentes étapes clés, à chaque fois, on est allé un peu plus fort. Mais cette question des obstacles a toujours été un impensé. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des acteurs qui, eux, au sein de leur territoire, sentent qu'il y a des obstacles et se confrontent à leurs propres obstacles et de manière assez empirique arrivent à contourner un certain nombre d'écueils. Ça, c'est clair. C'est des choses qui existent. On prétend pas avoir inventé l'eau chaude avec ce bouquin. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est un travail un peu plus fin, un peu plus académique, on va dire, qui est déjà de recenser des obstacles de manière la plus exhaustive possible. Alors, les 101 obstacles que vous pourrez trouver dans ce bouquin, c'est pas une liste définitive. On en a encore une bonne centaine encore sous le coude, qui sont qu'on garde sous le coude et qui sont en cours de traitement. Mais il y a déjà 101 obstacles qui sont abordés dans ce bouquin, c'est déjà pas mal.
Si je peux me permettre juste de rebondir, du coup, on avait une question sur ça, sur le fait que il y a plus d'obstacles, comme tu dis, que ce qu'on peut trouver dans le livre actuellement. Est-ce que ça implique que certains obstacles ont été considérés comme prioritaires par rapport à d'autres et donc plus mis en avant? Ou est-ce qu'ils sont tous un peu sur un même pied d'égalité et c'était juste qu'il fallait faire des choix en fait pour rédiger le livre? Oui, alors tu as raison. Il y a effectivement une volonté éditoriale de pas mettre tous les obstacles, on va dire, majeurs dans ce premier opus, parce qu'il y aura forcément un deuxième opus, en tout cas au moins un de plus. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Hein. Alors on parle de capitalisme patrimonial, qui est un certain type de capitalisme, mais on aurait pu parler du grand capitalisme, et ça on le fera dans le deuxième opus. On n'a pas parlé de réactance, qui est un sujet qui est très très présent dans les phénomènes de blocage. Donc non, je pense qu'on a abordé les choses un peu comme elles venaient. On a essayé d'avoir aussi, on le verra après, mais il y a quatre catégories d'obstacles, donc d'avoir une représentation à peu près équilibrée dans chaque catégorie. Mais tous les obstacles ne se valent pas. Voilà, tous les obstacles ne se valent pas. Je pense que le dogme de la croissance, de manière générale, pèse beaucoup plus dans les phénomènes d'enlisement que le greenwashing, par exemple. Greenwashing, c'est quelque chose d'important, mais si d'un coup de baguette magique, je pouvais supprimer un obstacle ce soir-là, je préférerais supprimer le dogme de la croissance. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à identifier, mais là, ça devient un travail beaucoup plus fin au cas par cas, dans quelle mesure un obstacle pèse plus qu'un autre. Voilà, je pense qu'effectivement, ça c'est le problème du recensement, c'est qu'on a voulu être exhaustif, et on l'a pas été sur cet opus, on continue. On a plus de 250 obstacles qui sont recensés à ce jour. Le travers de ça, c'est de se perdre dans trop d'informations. Donc il faut aussi prendre ce bouquin comme une démarche un peu empirique et on peut pas tout traiter. Ça c'est clair. On essaye d'aller, mais le mieux est l'ennemi du bien. C'est toujours le même. Et là, la démarche, elle est plus qualitative que quantitative. Vous n'êtes pas en mesure de dire précisément à quoi il faut, enfin, hormis certains très gros obstacles que tu penses avoir identifiés, mais que certains sur lesquels certains pourraient objecter. Mais c'est compliqué de faire une analyse quantitative. Tiens, cet obstacle, c'est 5% du problème, par exemple. Ouais. Hein. Là, ça nécessiterait, pour le coup, d'avoir un peu comme toute science, un processus d'expérimentation et de vérification avec des indicateurs adaptés. Et de pouvoir, de manière assez fine, effectivement, essayer de quantifier le pouvoir de nuisance d'un blocage dans un phénomène, dans un processus de transition. Mais dans tous les cas, je pense que ce ne sera jamais une science exacte. Je pense que la transition n'est pas une science exacte. D'ailleurs, il y a de plus en plus de penseurs qui en appellent à une plus grande prise en compte des sciences humaines dans les processus de transition. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte aussi de cette logique d'ingénieur, de vouloir mettre des graphiques partout, ce qui est très bien. Il nous faut des outils, on va dire, chiffrés, sous forme de graphiques, sous forme de ce qu'on veut, mais il faut aussi comprendre que la transition, c'est, pour moi, je peux me tromper en disant ça, mais c'est avant tout un problème de comportement. C'est pas parce qu'on est dans les sciences dites molles, même si j'aime pas cette expression, qu'on a moins d'impact. Donc, oui, compléter cette logique d'ingénieur qui a beaucoup à apporter à la transition énergétique et écologique pour remettre un peu de sciences humaines, de sociologie, d'épistémologie, de psychologie, les récits, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et puis, ne pas essayer de tout quantifier. Je pense que cette transition, elle va se faire ou elle se fera pas, mais que elle se fera pas assez vite peut-être, mais que si on essaie de mettre en place des outils pratiques de changement de comportement, on a tout lieu de penser que ça pourra se faire. Et effectivement, derrière, tu penses qu'un organisme comme le GIEC devrait se transformer quelque part et arrêter enfin, on a le constat qui est fait, ça c'est acté. Peut-être que
on peut continuer à faire des recherches pour peaufiner les calculs, mais que ce qui pourrait devenir la priorité, c'est plus de s'attaquer à une analyse plus, comme tu le disais, orientée sciences humaines. Et donc, il faudrait que le GIEC soit quelque part transformé par les différents gouvernements qui y contribuent, en disant, maintenant on a compris qu'il y a un problème et il faudrait embrayer sur une autre analyse, un autre type d'analyse. Ouais, je pense que le GIEC a toute sa légitimité pour ce qui est d'anticiper les effets du réchauffement, enfin du dérèglement climatique, et de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Je pense que c'est vraiment sa raison d'être et que ça sera difficile de le transformer. Par contre, il faut créer des cellules ad hoc qui, elles, s'intéressent à la question des comportements et à la question de comment est-ce qu'on modifie ces comportements de telle sorte à ce qu'in fine, il y ait des actions de terrain qu'on puisse mettre en place. Mais effectivement, derrière les gigawatts qu'on consomme, derrière l'eau qu'on consomme, derrière tout ça, il y a des comportements humains qui sont observables, qui sont quantifiables, et il faut se concentrer là-dessus parce qu'en amont, c'est vraiment ça. On a les comportements humains et effectivement, derrière, après, il y a une explication scientifique de ces comportements à travers les diverses manifestations de ces comportements sur le système Terre, sur ce qu'on peut observer. Mais on en oublie parfois qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on peut voir, c'est-à-dire sur les conséquences. C'est d'ailleurs un obstacle du bouquin, c'est ce qu'on a appelé le leurre de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on est obnubilé par les conséquences de nos actes et qu'on ne voit plus ce qui cause ces conséquences. Et ce qui cause ces conséquences, encore une fois, pour ce qui nous intéresse, le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment les comportements humains. Donc du coup, pour toi, par exemple, le manque de politique climatique ambitieuse, c'est une conséquence d'un comportement également. Oui, alors de plusieurs comportements. Là, on pourrait en lister plein. Mais oui, bien sûr, ouais. Mais quand tu parles de comportement, c'est pas nécessairement le comportement du citoyen à son échelle. Non. Le mot comportement, souvent, il y a une réaction un peu de rejet. C'est-à-dire que les gens ont tendance à confondre comportement avec les petits gestes. Voilà, les petits gestes du citoyen, du consommateur. C'est pas ça. Un comportement, d'un point de vue neuropsychologique, c'est nos actions, en fait, nos actions du quotidien. C'est aussi bien celle du kidam lambda qui va acheter sa baguette de pain que celui d'un chef d'État ou d'un chef d'entreprise. Et puis par ailleurs, il y a des comportements individuels et des comportements collectifs. Donc effectivement, c'est pas juste le comportement du particulier, hein. C'est nos comportements en général, comportements individuels, comportements collectifs. Donc ça c'est important. Il y a une autre notion aussi que les gens ont tendance à confondre, c'est la notion d'attitude. On en parle beaucoup dans le livre, hein, attitude et comportement. Attention, attitude n'est pas comportement. Une attitude, c'est une prédisposition de passage à l'action. Donc en fait, l'attitude, c'est ce qui détermine le comportement. Ça vient en amont. L'attitude. Et si je peux rebondir un peu sur ça. Puisqu'on parle un peu de la signification des mots, de démarches scientifiques, etc. En sciences humaines et sociales, il y a beaucoup ce réflexe de toujours définir les objets dont on parle. Et puisque c'est ce qu'on fait là, comment est-ce que vous avez décidé que un phénomène rentrait dans la catégorie obstacle plutôt que levier ou opportunité au changement? Si on prend l'exemple du brownout dont vous parlez dans le livre, qui est la perte de sens au travail, comment vous le catégorisez dans obstacle? C'est pour ça que je disais qu'on était dans une démarche empirique, hein. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui est de dire qu'on peut se tromper. Et je pense qu'un des travers aussi des transitionneurs, c'est qu'ils ont peut-être un peu trop la crainte de se tromper. Donc chacun reste un peu sur ses sentiers battus et ne prend pas de risques en termes de prise d'opposition. Voilà. Donc nous, on sort ce bouquin, c'est un peu un pavé dans la mare. Et effectivement, moi j'accepte tout à fait l'idée que lorsqu'on a identifié un certain nombre d'obstacles ou d'expédients, on va en venir peut-être après à la notion d'expédient, qui sont un peu des contre-obstacles, on peut se tromper, c'est possible. Alors c'est une démarche empirique, encore une fois, il n'y a pas de vérité scientifique sur le fait qu'un obstacle soit véritablement un obstacle ou pas. C'est un peu du bon sens quelque part. Et Jade, tu prenais l'exemple du burn-out, hein, donc qui est cette tendance qu'on a à n'éprouver plus aucune envie au travail parce qu'on est un peu déprimé du fait de l'absurdité de ce qu'on peut faire au travail,
qui est un phénomène, je crois, qui est en plein boom, notamment dans le milieu tertiaire. Alors pourquoi est-ce que ça fait obstacle à la transition? Eh bien, parce que c'est ce qu'on explique. Hein, c'est un postulat qui peut être critiqué, qui est en fait de dire ces personnes qui sont en burn-out, en fait, souvent elles continuent d'exercer leur activité parce que pour des raisons pécuniaires, elles ont besoin d'avoir un boulot, mais ces personnes-là se retrouvent en burn-out parce que justement elles ont cette appétence pour le changement. Elles ne se contentent pas d'exercer la même tâche de manière quotidienne, ce que font leurs collègues, sans éprouver de mal-être. Et de les laisser en fait dans un job qui est de leur point de vue à elles, un bullshit job, plutôt que de les orienter vers des filières de transition, finalement c'est une manne qui est complètement perdue pour la transition. Donc c'est un obstacle. Tu parlais des expédients aussi. Ouais. Qui sont un peu vos recommandations en matière de solutions ou de pistes pour contrer les obstacles. Et sur quoi ça se base, justement, si on revient un peu aussi sur la méthodologie et le chemin un peu empirique que vous avez suivi? C'est toujours de manière empirique, hein. C'est-à-dire, on a un obstacle qui a des effets sur le monde réel qu'on essaie d'identifier. Voilà. Je viens d'en citer un avec le burn-out. On n'a pas pris le plus facile. On aurait pu prendre un obstacle un peu plus évident comme la croissance, l'électoralisme, l'ultralibéralisme, où là c'est beaucoup plus patent. Mais voilà, on a des obstacles qui ont des effets sur le monde réel. Et on arrive à déterminer quelles sont les conséquences sur le monde réel de ces obstacles. Donc, la démarche en miroir serait de dire qu'est-ce qui peut exister comme attitude. Et la grande majorité des obstacles, des expédients, donc des contre-obstacles qu'il y a dans le bouquin, c'est des attitudes, hein, c'est pas des comportements. C'est vraiment des dispositifs qui visent à produire des comportements. Mais on a un échelon un peu plus en amont. Donc comment est-ce qu'on les détermine? On prend les conséquences de ces obstacles, conséquences sur le monde réel, et on essaie de déterminer des attitudes dont les effets sont censés être inverses à ceux produits par les obstacles. Oui. Donc, par exemple, je parlais de l'ultralibéralisme, hein, cette tendance des États à se dessaisir des grands sujets économiques du pays au profit des grandes entreprises. Qu'est-ce qui motive l'ultralibéralisme? C'est l'appât du gain. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme contre-obstacle? On va proposer de marginaliser l'appât du gain. Je ne sais pas s'il y a une vérité scientifique là-dedans, mais ce que je sais, c'est que la transition n'est pas une science exacte, et que pour bifurquer, on va dire, d'un modèle ultra-capitaliste, ultra-libéral, vers un modèle plus décroissant, je me dis que de marginaliser l'appât du gain, ça ne peut que faire du bien. Voilà. Donc, c'est pas une démarche scientifique. Ça mérite d'être testé dans les territoires, ça mérite d'être testé au sein des cellules décisionnelles. Mais voilà, nous, le credo qu'on s'est fixé, c'est que les contre-obstacles soient censés produire des effets dans le monde réel qui soient inverses à ceux produits par justement les obstacles. C'est ambitieux le contre-pied que tu proposes là, parce que marginaliser l'appât du gain, qui est une valeur presque universellement répandue, qui est motivée par pyramide de Maslow, etc., satisfaire ses besoins, et puis de fil en aiguille, on remonte la pyramide, et en fait on a toujours besoin de plus, d'où l'appât du gain. S'attaquer à ça, c'est un peu aussi s'attaquer presque à une nature humaine qui cherche à se préserver, à être dans le confort. Tout le monde cherche à maximiser son confort versus sa peine, et on a l'impression que beaucoup de gens ont traduit ça par plus j'ai d'argent, plus je suis tranquille. Grosso modo, je simplifie à l'extrême. Lutter contre ça, ça va être compliqué. Non, alors je dis pas que c'est facile. Attention, hein, c'est traiter des obstacles à la transition, c'est très compliqué. Déjà, il faut bien comprendre que quand on nous demande de transitionner, en fait, en filigrane, on nous demande de transformer un modèle civilisationnel qu'on a mis 10 000 ans à construire, 12 000 ans à construire. Si on prend le néolithique comme début, on va dire, de la civilisation moderne, et il y en a même comme Maxime Blondeau qui considère qu'on est encore dans le néolithique, à de certains égards. Okay. Quand on parle d'accumulation, ça vient de là. Hein. Donc voilà, on parle de déconstruire
10 000 ans de construction civilisationnelle, ce qui est énorme. Donc, c'est pas une tâche facile. Ça, c'est clair. Et quand on parle d'objectifs comme celui-là, marginaliser l'appât du gain, il n'y a pas de. Enfin, moi, je ne connais pas de dispositifs qui permettent d'un coup d'un seul de réduire à néant l'appât du gain. Ça, c'est clair. À part la baguette magique, mais on ne l'a pas encore. Et on l'a pas encore. Par contre, il y a des actions de terrain qui peuvent être menées. On peut utiliser les nouveaux récits. Je pense vraiment qu'il faut. Je crois que c'est Alain Damasio qui parle de stratégie de plaque de rouille. Il faut travailler par contamination. Il faut vraiment faire tache d'huile. Une action va avoir un impact sur une autre. Et au sein des territoires, il y a aussi Aurélien Barraud qui parle d'activisme fractal. C'est vraiment ça, c'est de travailler par contamination. Et je pense que si un humoriste, par exemple, je pense à des gens comme Karim Duval, font un sketch sur l'appât du gain, ou en Suisse, il y a les deux Vincent, je ne sais pas si en France vous connaissez Vincent Cuchol, Vincent Veillon, c'est deux, ils font partie des grands humoristes suisses. Ils ont créé un spectacle qui s'appelle Le Fric. Voilà, donc on déconstruit justement cet appât du gain. Je pense que des actions comme ça ne peuvent faire que du bien à la transition et que par contamination, elles s'alimentent les unes les autres et qu'il faut aller vers ça. Voilà, maintenant, je ne connais pas de grands plans qui puissent permettre de réduire à néant l'appât du gain. Voilà, et c'est pareil pour tous les obstacles qu'on a recensés. Bon, si on revient un petit peu, si on se recentre sur la méthodo, parce que c'est intéressant de savoir comment a été construit le livre, qu'est-ce que vous avez utilisé comme source, si vous en avez utilisé? Parce que tu parles de méthode empirique, mais à un moment donné, il faut un peu de data quand même, sur laquelle s'appuyer, parce qu'on ne peut pas tout inventer, et ne serait-ce que pour des raisons de temps. Une des sources les plus importantes, c'est le rapport Meadows. C'est quand même un document qui plante un jalon monumental sur le constat que le système Terre, si on continue à faire croître certains indicateurs, va se détériorer fortement. Et puis ensuite, on se base sur toute une bibliographie qui apparaît à la fin de l'ouvrage, des grands penseurs de la transition, je pense notamment à Rob Hopkins. Vous les avez interviewés? Non, on les a pas interviewés directement, mais en tout cas dans la convocation des obstacles qu'on peut faire, effectivement, ils sont cités, on utilise leurs travaux. Et puis des think tanks bien connus comme le Shift Project. Voilà. Donc oui, on s'appuie sur les travaux des transitionneurs qui ont eu lieu depuis une bonne quinzaine d'années. Attention, c'est pas la démarche est empirique, mais le sourçage, lui, est bien actif. Vous avez quand même une base documentaire sur laquelle vous vous êtes appuyé. Par contre, vous n'avez pas contacté les chercheurs en question pour savoir si ils avaient, si c'était à jour, ou c'est par manque de temps ou de moyens ou... Non, en fait, c'est vraiment une question de méthodologie, c'est-à-dire que nous, notre sujet, c'est pas tellement la transition, en fait. C'est la transition indirectement. Notre sujet, c'est ce qui fait obstacle à la transition. Et des chercheurs qui s'intéressent aux obstacles à la transition, il y en a depuis les années 70 en sociologie. Donc, effectivement, on a aussi convoqué ces gens-là dans l'ouvrage, la pensée de ces gens-là. Mais, comme je l'ai dit au début, c'est sur la question, en tout cas, des obstacles à la transition qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui consiste à passer de l'anthropocène au respect des limites planétaires. La question de ces obstacles à ça, il n'y a pas tellement de corpus scientifique qui existe aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui s'y intéressent, on n'est pas les seuls, mais il manque une ontologie à cet enjeu-là. Et c'est ce que nous on a essayé de faire à travers ce bouquin, c'est de donner une ontologie à ce nouvel horizon de pensée qu'on a appelé l'impédimentologie. Voilà. Mais effectivement, on est un peu obligé de partir de rien. Alors, il y a un chercheur américain, je le cite toujours à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que ça a été un des premiers à s'intéresser à la question des obstacles à une plus grande durabilité, on va dire, qui s'appelle Jack Harish, et dont je recommande vivement la lecture. Il a fait des rapports vraiment intéressants, qui lui, a fait un constat très très clair. C'est que il identifie plusieurs étapes, on va dire, dans ce qu'il appelle l'activisme environnemental, qui est de dire, d'abord, si on prend depuis les années 70, d'abord on identifie le problème,
Et le rapport Meadows a permis d'identifier le problème, une partie du problème. Deuxième étape, une fois qu'on a compris le problème, on va proposer des solutions. Voilà. Bon, ça, les solutions, c'est toutes les transitions énergétiques, agroalimentaires, hydriques, sociales, tout ce qu'on voudra, la théorie du donut, la ville du quart d'heure, l'économie régénérative, voilà, et j'en passe. Et une fois qu'on a énuméré un certain nombre de solutions, on soumet ces solutions aux décideurs et à la population. Ce qui se passe, c'est que les décideurs et la population ne connaissent pas les solutions, auquel cas on leur explique, ou alors ils ne veulent pas les appliquer. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Quatrième étape, on va exhorter les décideurs, on va exhorter la population à appliquer ces solutions. Voilà. Mais ce qu'il explique très bien, Jack Harris, c'est qu'on est tout le temps, en fait, dans tout ce qu'on peut faire depuis les années 70 en matière d'environnement, on est tout le temps dans l'une ou l'autre de ces 4 étapes. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il faut arrêter de réfléchir en termes de problème slash solution, mais qu'il faut réfléchir en termes de problème slash solution slash traitement des obstacles à la mise en œuvre de ces mêmes solutions. Et effectivement, dans ce champ-là, dans ce champ de pensée-là, il n'y a pas beaucoup de monde à part lui qui s'est intéressé à cette question-là. Donc on est un peu des pionniers. Je le dis vraiment sans prétention. Le fait est qu'on n'a pas trouvé grand-chose sur le sujet, à part quelques travaux comme celui que je viens de mentionner. Donc effectivement, nous on s'appuie sur les travaux des transitionneurs pour essayer de comprendre de manière empirique ce qui peut empêcher la mise en œuvre de ces transitions. Mais pour ce qui est des obstacles à la transition, on a un peu parti de rien et on a dû défricher le terrain. Donc on espère que ce bouquin sera une première pierre, non pas d'achoppement, mais une première pierre à la construction d'un nouvel horizon de pensée, qui est celui du traitement des obstacles à la transition. Moi, j'avais une petite série de questions sur un peu les différentes contributions et l'interdisciplinarité dans le bouquin. Donc, tu disais, Lucas, au début de l'entretien, que vous étiez 19 co-auteurs à avoir contribué. Et donc, quelles sont les disciplines représentées et les profils, les parcours un peu des personnes qui ont contribué à l'écriture de ce bouquin? Ouais, merci pour la question. Oui, alors effectivement, on est un groupe de chercheurs indépendants, en fait, avec donc des experts, on va dire, des transitions qui sont... on parle de transition agroalimentaire, transition hydrique. Donc là, on a effectivement des hydrologues, des climatologues, des glaciologues, donc qui connaissent en fait le sujet de l'Anthropocène et qui savent quelles sont les démarches qu'on devrait mettre en place pour contrecarrer ces phénomènes. Donc vraiment des gens du champ de la transition, du champ des sciences du système Terre. Et puis par ailleurs, on a aussi des experts qui sont issus des sciences sociales ou de la neuropsychologie. On a un neuropsychologue, on a 2 philosophes parmi les 19 co-auteurs, on a 2 sociologues, on a un géographe, moi-même je suis urbaniste. Donc voilà, on a un espèce de mix entre des experts, des scientifiques du système Terre et des gens plutôt issus des sciences sociales. Est-ce que tu dirais qu'il y a une discipline, ou plusieurs disciplines qui ont été surreprésentées, ou au contraire que d'autres ont manqué, ou c'était plutôt bien équilibré? Non, c'était relativement bien équilibré. Par contre, il y a une discipline qui, elle, n'est pas surreprésentée, mais qui a servi de trait d'union à toutes les autres, c'est la systémique. Donc on a 2 systémiciens, Philippe Vallin et Stéphane Durand. Tu peux expliquer un peu ce que c'est que cette discipline? Oui, alors la systémique, c'est l'étude en fait des interactions qui peuvent exister entre des systèmes. Voilà, donc l'étude de ces interactions, d'essayer de comprendre comment un système fonctionne, quelles sont les règles d'interaction du système. Donc c'est des processus assez abstraits qu'on ne voit pas, mais qui sont présents absolument partout. Dans toute organisation humaine, mais même dans le vivant en général. Et même dans la matière inerte, le système solaire, on pourrait considérer que c'est une matière, c'est une combinaison de systèmes inertes d'un point de vue de la vie, si je fais abstraction du système Terre. Donc tout est système en réalité. Et lorsqu'on s'intéresse à la question de la transition, si on réfléchit la transition de manière silotée, c'est un peu ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années en fait.
On a beaucoup d'experts qui réfléchissent de manière silotée. Et chacun a sa compréhension du problème, sa vision des choses, son lot de solutions. Et on s'aperçoit que lorsqu'on ne met pas les choses en système, ça ne marche pas. Si je prends un exemple, ça peut être par exemple des ingénieurs énergéticiens ou des personnes qui représentent la transition énergétique et qui vont proposer par exemple de méthaniser le fumier pour donc faire de l'énergie, de la chaleur. Sauf que vous avez des représentants de la transition écologique, notamment des agriculteurs, qui vont dire que si tout ce fumier part dans un méthaniseur, c'est autant de nutriments qui ne retournent pas à la terre, et donc c'est une perte de nutriments pour les sols. Donc voilà, si on réfléchit de manière silotée et pas systémique, on en arrive à ce genre de blocage, de clivage, qui est qu'on a des transitionneurs qui sont dans leur silo et qui fonctionnent très très bien dans leur silo. C'est juste que s'il n'y a pas de connexion entre les silos, parce que moi ça ne me gêne pas qu'il y ait des silos, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de connexion entre les silos. Et ces connexions, ce serait quelle forme? C'est un problème de communication? Les gens ne se parlent pas, les métiers ne se parlent pas, les activités ne se parlent pas? De manière générale, c'est un manque d'interdisciplinarité. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup parce que c'est très à la mode. Ça fait bien dans un PowerPoint de dire qu'on a une démarche interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Non, c'est pas ce qui manque, c'est vraiment un manque d'interdisciplinarité. Ça peut être une forme de dialogue de sourds, c'est des gens effectivement qui ne se parlent pas, c'est des gens qui ne savent pas s'écouter. C'est un manque aussi de capacité à être un bon généraliste. Donc quand on est un spécialiste, on a son propre jargon. Je parle des ingénieurs énergéticiens, ils n'ont pas le même jargon que les écologues, que les biologistes. Donc chacun a son jargon. Et en gros, on ne se comprend pas. Et moi, qui suis architecte urbaniste, et je le vois aussi entre l'architecte et l'urbaniste, qui sont pourtant des métiers voisins, des métiers, des professions cousines. On ne se comprend pas, c'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes manières d'aborder les choses. Donc oui, ce manque d'interdisciplinarité, malheureusement, on le retrouve. Et bien souvent, lorsqu'on croit mener une démarche multidimensionnelle, en réalité, c'est une démarche multisilotée. Il n'y a pas ces connexions entre les silos. Voilà. Il y a rarement ces connexions entre les silos. Alors, on y arrive petit à petit, mais on a encore trop de déficits sur ces sujets-là. Mais ce qu'il nous faut, c'est plus de généralistes. Et aujourd'hui, on manque de généralistes. On a beaucoup de spécialistes extrêmement compétents, mais on manque énormément de généralistes, c'est-à-dire de gens qui sont capables de parler à la fois avec des ingénieurs forestiers, à la fois avec des sociologues, à la fois avec des philosophes, à la fois avec des systémiciens. Ça serait bien de revenir peut-être un petit peu là-dessus. En fait, on voulait savoir aussi justement comment il s'était passé entre le travail interdisciplinaire. Est-ce que chaque discipline a travaillé en silo et du coup a été connectée par les experts systémiques, ou alors est-ce que vous avez travaillé vraiment de manière transdisciplinaire? Et aussi peut-être une question liée à ça et à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que quand on parle des obstacles, chaque personne, chaque expert dans sa discipline voit son obstacle et pas forcément les autres, et considère peut-être que son obstacle il est plus important. Enfin, bon, bref. Est-ce que du coup, ces personnes qui ont travaillé sur le bouquin, leur vision de l'importance des obstacles a changé en travaillant ensemble ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, souvent, on travaille en binôme. Si vous compulsez le bouquin, vous voyez que souvent on travaille en binôme ou en trinôme. C'est justement pour éviter de regarder un obstacle avec nos propres lunettes déformantes. Ce qu'on est obligé de faire, mais le fait de confronter et de travailler en binôme ou à plusieurs, ça permet justement de relativiser certaines choses. Donc oui, déjà, de manière générale, on a essayé de travailler à 2 ou 3. Et puis, effectivement, on a mis en place un travail de critique entre les auteurs pour s'assurer que, justement, tel obstacle est véritablement un obstacle à la transition, que voilà, ça ne relève pas d'une vue de l'esprit ou d'une fixette qu'on pourrait faire sur un obstacle ou un autre. Donc là aussi, ça a été assez empirique. Et puis,
effectivement, les systémiciens de l'équipe, eux, ont essayé de tisser les liens, tisser des liens entre les obstacles. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. On se connaît tous bien, hein, les uns les autres. On n'est pas trop nombreux. Hein. Il y a des bouquins qui sont écrits à beaucoup plus. Donc, je pense qu'une dizaine, quinzaine, c'est bien aussi pour écrire un bouquin de ce type-là. Donc, on se connaît les uns les autres. Ça permet de dire les choses. On n'a pas toujours été d'accord sur ce qui pouvait être un obstacle, sur ce qui pouvait être un contre-obstacle. Donc, on a essayé de viser au plus juste. Donc voilà, ça on l'a fait. Et effectivement, oui, ça a pu changer notre manière de voir les choses. Il y a des obstacles qu'on a laissé tomber parce qu'on s'est aperçu que finalement c'était pas tellement bloquant. Je pense qu'il faut faire un tri aussi. Il y a, comme je le disais au début, il y a des obstacles beaucoup plus lourds que d'autres. Et il y en a d'autres, c'est peut-être pas la peine de les convoquer dans ce bouquin ou dans un prochain. Un exemple connu, par exemple, d'obstacles que vous avez jugé bon d'abandonner? Oui, alors il y a des mots très à la mode, par exemple l'ultra-crépidarianisme, donc cette capacité de parler de choses dont qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. Mais en fait, oui, on pourrait dire oui, ça fait obstacle à la transition, effectivement. Toutes celles et ceux qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ça fait obstacle à la transition, mais en fait, ça fait obstacle à tout. C'est un peu un obstacle au développement humain en général, quoi. Donc, c'est pas forcément, ça ne cible pas le champ des transitions. Voilà. Donc, voilà, on aurait pu parler, je sais pas, moi, de la paresse, hein, par exemple, ou voilà, je peux citer les 7 péchés capitaux. On peut tous dire que c'est des obstacles à la transition. Mais voilà, c'est tellement général qu'on a décidé de ne pas le mettre. Par contre, on a pris l'hubris, voilà, qui est un peu une forme démesurée de l'ego. Voilà. Donc, et je pense qu'en ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a l'hubris, c'est un vrai obstacle. Donc, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Encore une fois, voilà, il faut bien se dire que la transition n'est pas une science exacte. Et que identifier ce qui peut empêcher cette transition n'est pas non plus une science exacte. Voilà, on essaie d'être au plus juste, on essaie d'être le plus rigoureux possible, mais voilà, ça ne relève pas d'un processus scientifique tel que la physique ou la climatologie. Donc voilà, ça reste une science. Ça n'enlève pas de la pertinence du propos. Tout ça pour dire qu'en effet, les choses ne sont pas linéaires. La vision du progrès. Et si je reviens à la question des silos, les obstacles sont présentés les uns à la suite des autres, un peu séparément, avec des obstacles pour chaque obstacle, un peu séparés. Mais dans la vraie vie, on sait qu'il y a plein d'obstacles qui s'amplifient les uns les autres. Comment est-ce qu'on approche en fait cette complexité par rapport aux obstacles? En fait, il faut pas s'atteler frontalement aux obstacles. Parce que bien souvent, ces obstacles, c'est des paradigmes, donc c'est ce qu'on appelle des obstacles paradigmatiques, c'est-à-dire que c'est des grandes règles du jeu civilisationnel. Hein, je parlais d'électoralisme, on peut aussi sur le champ de la neuropsychologie parler des biais cognitifs. C'est des choses un petit peu indéboulonnables. Donc si vous prenez le bouquin en vous disant bah, chouette, je vais prendre tel obstacle et je vais prendre mon bâton de pèlerin et puis je vais démolir cet obstacle, ça ne marchera pas. Il y en a plein qui ont essayé avant nous. Marx s'est attelé à la question du capitalisme. Malgré le génie de Marx, on n'y est pas arrivé. Voilà. Aujourd'hui, on est même dans une société beaucoup plus capitaliste que celle de son époque. Donc, effectivement, s'atteler frontalement à un obstacle, ça ne marche pas. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ce qu'il faut faire, ce que nous, on pense qu'il faut qu'on fasse, c'est de travailler sur les comportements. Ça, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'un comportement, donc un paradigme, par essence, déjà, c'est difficile à observer. C'est abstrait, c'est ancré dans les comportements, mais on ne le voit pas de manière vraiment ostensible. Un comportement, c'est quelque chose qui est mesurable, qui est observable. Donc, voilà, des comportements bloquants, on peut en voir tous les jours. Il suffit de balayer le fil d'actualité, vous allez en voir des dizaines. Après, ça peut être dans votre actualité à vous aussi, hein, de votre actualité quotidienne. Je ne sais pas si votre mari ou votre femme
s'acheter un gros SUV de 3 tonnes diesel, on va dire que c'est un comportement qui fait obstacle à la transition, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est beaucoup plus facile à appréhender que le capitalisme ou les biais cognitifs, ou voilà. Ce qui n'empêche pas de s'intéresser à ces questions-là. On peut se documenter, essayer de comprendre comment fonctionne le capitalisme, qu'est-ce qui différencie le capitalisme de l'ultralibéralisme. Souvent on confond les deux, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. On peut tout à fait être capitaliste sans être ultralibéral, et l'inverse est vrai aussi. Donc on peut arriver à avoir plus d'expertise sur ces sujets, mais de manière générale, ce qu'il faut, c'est s'atteler à des comportements bloquants. Donc quand vous en identifiez un, c'est d'essayer de voir quels sont les obstacles qui sont sous-jacents, qui sont en filigrane de ces comportements. Mais voilà, donc ça touche au concret, ça touche à notre quotidien, ça touche à nos proches, ça nous touche nous-mêmes. Si par exemple, je lis dans mon fil LinkedIn que, pour ne pas le citer, Laurent Wauquiez veut dézinguer le ZAN, par exemple, je me dis, bah tiens, est-ce que c'est plutôt pro-transitionnel ou est-ce que c'est plutôt anti-transitionnel ? Comme c'est plutôt la deuxième option qui va se manifester, je vais chercher à voir ce que je peux faire. Alors, chacun à son échelle fera ce qu'il pourra. Il y en a certains vont se contenter d'écrire un article sur la question, d'autres vont vouloir faire une action coup de poing, d'autres... Après, voilà, c'est comment est-ce qu'on passe de l'identification de ces comportements à la mise en action. Parce que, encore une fois, c'est bien de faire des concepts, et nous, on arrive avec un nouveau concept on pense que ça manquait, donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Mais si on reste à l'échelle du concept, ça ne sert à rien. Donc voilà, un bon concept au sens de la pensée d'Aristote, hein, c'est une idée qu'on peut déployer dans le réel. Un concept, c'est ça, dans la pensée aristotélicienne, c'est une idée qu'on peut déployer dans le réel. Et donc l'idée de prendre en compte les obstacles à la transition, si on n'arrive pas à la déployer dans le réel, ça ne marche pas. Et donc, hein, j'essaie de rebondir sur ta question, hein, Jade. Hein, pour développer cette idée dans le réel, c'est vraiment de s'atteler à des comportements et de voir comment est-ce qu'on peut traduire ça en action de terrain. Voilà, quelle que soit votre action, que ce soit... comme je disais, hein, ça peut être un bouquin qu'on écrit, ça peut être un article, ça peut être une thèse de doctorat, ça peut être un long métrage. Pourquoi ces 4-là et pas d'autres ? Il faut peut-être dire déjà les 4 catégories. Il y a effectivement la première partie du bouquin qui est consacrée aux obstacles neuropsychologiques. Donc là, c'est vraiment nos difficultés à comprendre des choses. Nos travers, nos raccourcis, des phénomènes comme l'effet spectateur. Voilà, donc c'est souvent des biais cognitifs, mais pas que. C'est notre incapacité à envisager le changement aussi, ou notre incapacité à passer d'une conscientisation d'un problème à la mise en action. C'est ce que certains appellent le trou intention-action. Voilà, il y a des très bons outils comme le modèle transthéorique du changement qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que lorsque je prends conscience d'une problématique, je ne vais pas forcément passer à l'action. Voilà, donc c'est très bien documenté. Donc ça, c'est la première partie du bouquin, donc les obstacles neuropsy. Et je pense que même si on a beaucoup tapé sur des gens comme Sébastien Boller, qui nous parle du striatum, et effectivement son approche est critiquable, mais je pense que il y a dans notre cerveau quand même des obstacles, voilà, des obstacles à la transition, et ne pas le voir, c'est de passer à côté d'une partie de la réalité. Donc ça, c'est une première catégorie. Après, il y a les obstacles qu'on a appelés épistémologiques et qui sont liés en réalité à la méconnaissance de notre connaissance. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le fonctionnement ou les dysfonctionnements du cerveau, comme la première catégorie. Ça va plutôt être notre incapacité à comprendre des choses abstraites, notre incapacité à comprendre ce que c'est qu'un système, par exemple, notre incapacité à comprendre ce que sont les ordres de grandeur physique, notre incapacité à comprendre ce que les mécanismes de réaction en chaîne. C'est toutes les choses un peu abstraites qu'on a du mal à comprendre. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie qui est les obstacles politologiques. Là aussi, difficile d'envisager ce qui peut bloquer la transition si on ne se pose pas la question en termes de gouvernance, en termes de dispositifs politiques.
Voilà, je citais le capitalisme, l'électoralisme, le dogme de la croissance. Voilà, ce sont des dispositifs qui sont bloquants aujourd'hui. J'aurais pu parler de l'inflation normative aussi. Voilà. Donc on ne peut pas faire l'impasse. Donc là aussi, on a été obligé de mettre un peu les pieds dans le plat. Et puis, donc la quatrième catégorie, qui est la plus représentée en termes d'obstacles, qui est les obstacles sociologiques, qui là renvoie plutôt à notre incapacité à nous comprendre les uns les autres. Voilà, notre incapacité à faire société autour d'un projet de transition. Et là, ça renvoie à plein de choses très très variées. Ça va du dialogue de sourds à ce qu'on a appelé les luttes fratricides interprogressistes, le déficit de culture d'entreprise, la dépendance au sentier, l'illusion dystopique. Enfin, il y a toute une ribambelle en fait d'obstacles qu'on a mis sous cette catégorie, qui est pas un pot pourri, hein, mais qui renvoie vraiment à nos difficultés d'interagir les uns les autres. Et on s'est arrêté à ces 4 catégories. Alors on aurait pu en mettre une 5e, une 6e, mais en fait on s'est aperçu en recensant les obstacles que bien souvent ils rentraient dans l'une ou l'autre de ces 4 catégories. Donc là aussi, de manière assez empirique, on s'est arrêté à ces 4 catégories. Mais ça peut être critiquable, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Peut-être qu'il y a avoir des obstacles philosophiques, je sais pas. J'aurais du mal à trouver une 5e catégorie là comme ça. Donc la question c'est pourquoi ces 4 catégories, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas quand tu as parlé de ça avec d'autres transitionnaires? Est-ce qu'on t'a suggéré d'autres catégories? L'idée derrière, c'est est-ce que ça fait consensus? Est-ce que tu pressens qu'il y aurait d'autres catégories ou non? Après, c'est une question aussi de comment est-ce qu'on... Ouais, c'est une question de convention sémantique, hein, souvent. C'est Aurélien Barraud qui parle beaucoup d'axiologie, donc sur la question des valeurs, donc c'est un peu une branche de la sociologie et de la philosophie. C'est vraiment une question de convention. Il faut qu'on se mette d'accord autour de termes. Je pense que la neuropsychologie, ça fait consensus. Hein. Les dysfonctionnements du cerveau, c'est quelque chose qui est patent et il n'y a pas trop de débat là-dessus. La question de la politique, là aussi, on aurait pu dire gouvernance. Après, on peut trouver des sous-catégories aussi. Hein. Mais c'est pour l'instant, on n'a pas fait cette approche un peu plus fine. Plus tard, quand tu feras partie du GIEC transformé. Ouais. Non, mais oui, c'est une question de convention. Je pense que neuropsychologie et politologie font vraiment consensus. La question de la socio, je veux dire, ça relève aussi du bon sens, mais il est clair que on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres et que de manière générale, ça bloque, voilà, ça coince. Peut-être que celle qui fait le plus débat, ça peut être l'épistémologie, parce que il y a plusieurs acceptions du terme de l'épistémologie, et que il faut qu'on sache déjà à quoi est-ce qu'on se réfère comme signification. Mais ça va être court et on peaufinera par la suite. Alors justement, du coup, là on parle de convention, tu as fait des choix, etc. Quand vous avez écrit le livre, est-ce que vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Est-ce que vous avez été surpris par les obstacles que vous avez trouvés en faisant l'inventaire? Des choses comme ça. Une question. Alors, il y a des obstacles qui ont été tout de suite qui sont arrivés très très vite sur la table, hein, comme le déni par exemple, ou comme je le disais, les obstacles politologiques, hein, capitalisme, ça c'est clair. Puis il y a des choses un peu plus subtiles, comme je parlais de dépendance au sentier, hein, cette capacité qu'on a à poursuivre des comportements qui sont basés sur des dispositifs qu'on a pu adopter par le passé, mais qui sont plus pertinents aujourd'hui. Hein, on prend souvent l'exemple du clavier AZERTY. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais voilà, le clavier AZERTY, la disposition de clavier AZERTY est comme ça, juste parce que lorsqu'on avait nos premières machines à écrire, il ne fallait pas que les marteaux de certaines lettres se frottent trop fréquemment les uns sur les autres. Donc, on a mis les lettres de manière à ce que les marteaux de lettres ne se frottent pas trop les uns sur les autres. C'est pour ça que le A et le Z, il y a peu de mots où le A et le Z sont contigus. Sauf qu'avec nos ordinateurs modernes, en fait, ça n'a plus aucun sens d'avoir des claviers AZERTY ou QWERTY ou QWERTZ.
et qu'on aurait tout intérêt, même pour taper plus vite, on aurait tout intérêt à avoir des claviers où les lettres sont disposées différemment. Sauf que, comme on a pris cette habitude-là, même si c'est pas pertinent, on va continuer à vendre des ordinateurs AZERTY, QWERTY, QWERTZ, alors que ça n'a pas de sens. Voilà. Mais je crois que ça existe, mais c'est comme toutes les solutions. Les solutions existent toujours, mais elles ne sont pas forcément adoptées par un grand nombre. Oui, parce que c'est compliqué. Tu vois, tu cites ton exemple, finalement, il a l'air totalement anodin, mais ça rejoint le fait que c'est compliqué de faire changer les habitudes. C'est ça. Même quand c'est un bénéfice derrière. Exactement. Même quand c'est un bénéfice, il faut que le bénéfice soit beaucoup plus impactant que ne le sont les conséquences du comportement qui pose problème. Voilà. S'il n'y a pas beaucoup plus de bénéfices que d'ennuis liés à la continuation du comportement, on ne change pas, on bifurque pas. Justement, à propos de changement, est-ce que toi et le collectif d'auteurs, est-ce que vous avez changé après avoir écrit ce livre? Tu veux dire personnellement? Ouais, chacun de vous. Est-ce que vous pensez que vous avez changé un petit peu parce qu'à force d'analyser le problème, moi là-dessus, je peux peut-être travailler, ou vous avez peut-être changé votre façon d'expliquer les choses. Je sais pas, ça peut prendre plein d'aspects, soit dans les gestes du quotidien, dans l'attitude, comme tu en parlais, dans le comportement, ou même dans la transmission de l'info. Oui, alors déjà dire qu'on n'est pas forcément exemplaire. Hein. Pas parce qu'on a écrit un bouquin sur les obstacles qu'on est exemplaire. Personne ici n'est exemplaire. Sauf peut-être Jade, mais on la voit pas. Moi, je suis confronté à mes propres injonctions contradictoires, j'ai mes propres dissonances cognitives, j'ai ma propre procrastination face aux efforts que je serais censé faire. Donc de désacraliser la chose en se disant bien que certes, il y a peut-être de bons élèves, mais que chacun on essaie de faire ce qu'on peut à son échelle. Mais effectivement, le fait d'avoir ce prisme-là, des obstacles, ça fait voir la réalité sous un autre angle, et on se met à voir des obstacles un peu partout, quoi. Lorsqu'on va faire nos courses, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on va au travail, dans le comportement des gens. Je vais peut-être terminer juste avec une question. Nous, on est une association de médiation scientifique, on s'adresse au grand public, aux citoyens. Du coup, pour des personnes comme nous qui font de la médiation scientifique ou de la sensibilisation, comment tu conseillerais l'utilisation de ce bouquin? Vous avez raison, hein, vous agissez en tant que lobby, quelque part, que lobby positif, hein, je veux dire. Hein, c'est une force de pression. Donc, vous essayez de faire pression à travers vos actions. Alors, donc vous êtes un think tank, en même temps que vous êtes un lobby, et vous promouvez une certaine vision de la transition. Il y a un certain, ça va être de promouvoir la décarbonation, d'autres, ça va être de promouvoir de nouveaux récits. D'autres, ça va être de promouvoir une autre manière d'utiliser l'eau. D'autres, ça va être une autre manière de produire de l'énergie. D'autres, ça va être un peu tout ça. Voilà. Je pense que tout transitionneur, si vous acceptez cette étiquette, hein, moi je l'accepte pour moi-même, par ailleurs, tout transitionneur devrait se poser la question de qu'est-ce qui peut faire obstacle à mon action, à moi individuelle, et collective, si je représente un think tank, comme c'est votre cas. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la transmission de mon message, en se disant bien que l'objectif n'est pas de laisser tomber votre combat pour ne vous atteler qu'à la question des obstacles. Je pense qu'il faut le faire en parallèle. Donc c'est vraiment de manière très, là encore, empirique, encore une fois, c'est de passer vos actions au crible de notre fameux codex qui apparaît en fin d'ouvrage, qui est cette fameuse roue des obstacles, et d'essayer de voir par rapport à ce que vous proposez en termes d'action concrète, ce qui peut empêcher le déploiement de telle ou telle action. Et à partir du moment où vous avez identifié que c'est, par exemple, je ne sais pas, ce qu'on a appelé le refoulement du distributif. Vincent, tu parlais d'obstacles qui auraient pu nous surprendre, comme ça je rebondis sur ta question précédente. Si un des obstacles que vous avez identifié à la mise en place de vos actions, c'est le refoulement du distributif, qui est qu'en fait on refuse l'idée même qu'il puisse y avoir des perdants dans un processus de transition, et il y en aura toujours. C'est-à-dire, dans le monde de la publicité, il ne pourra pas y avoir des gagnants, c'est pas possible. La publicité va se contracter, si on est logique, hein.
Après, peut-être qu'on peut faire de la publicité aussi en faveur de bons comportements. Mais aujourd'hui, le monde de la publicité qui promeut l'achat de SUV, tiens, je retape sur les SUV, ça me fait plaisir, cette publicité-là va se contracter. Donc, il y aura des perdants. Donc, si vous identifiez que cette négation, le fait de refuser qu'il puisse y avoir des perdants à certains segments de la transition, c'est un des obstacles à vos actions, vous allez travailler là-dessus et vous allez proposer des stratégies pour contourner l'obstacle. Voilà. Et ça, il faut le faire sur chaque obstacle identifié dans le bouquin. Et si tu prends des personnes qui peuvent être technosolutionnistes, dans ce cas de figure, les publicitaires gardent leur emploi, tu leur dis quoi? Je pense qu'il faut expliquer aux publicitaires qu'il y a d'autres manières d'innover. Je pense qu'on est obnubilé par l'innovation technologique. C'est pour ça qu'il y a des technosolutionnistes et c'est pour ça qu'il y a des publicitaires qui vantent l'innovation technologique. Mais il faut expliquer aux gens qu'il y a plein de manières d'innover. Il y a des innovations organisationnelles, il y a des innovations sociales, il y a des innovations philosophiques, on pourrait dire, des innovations cognitives. Voilà, je pense que le premier kidam lambda qui a eu l'idée de planter une graine dans le sol plutôt que de cueillir sa nourriture, il n'a pas fait preuve d'une innovation technologique. Pourtant, c'est une innovation qui a quand même chamboulé notre civilisation. Donc, non, il y a plein de manières d'innover. Donc, ce que je leur dirais, c'est qu'il y a plein de manières d'innover, que l'innovation technologique n'est pas forcément la plus pertinente, et que par ailleurs, on peut innover sur le plan technologique en faisant de la low-tech. Donc voilà, en fait, l'innovation technologique n'est qu'un segment très limité dans le champ des innovations. Bon, on peut quand même imaginer qu'on ait besoin de ces créatifs pour d'autres raisons. Oui, alors, un publicitaire, c'est quand même un créatif. Simplement, il faut peut-être réorienter une partie des activités, même du tertiaire. C'est ça, c'est ce qu'on montre d'ailleurs le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, mené par le Shift Project. Il y a un graphique qui est pas mal et qui montre que si on veut faire la transition selon le respect des accords de Paris, non seulement on va devoir créer 300 000 emplois, mais il y a plein d'emplois qui vont devoir bouger. On aura besoin de beaucoup plus de réparateurs de vélos, de beaucoup moins de gens justement dans la pub, ou dans le luxe, mais ça il faut l'accepter. Mais voilà, effectivement, de s'atteler aux obstacles, à vos différentes actions sans langue de bois et en mettant les pieds dans le plat. Il y a effectivement des obstacles qui sont assez cotons à appréhender, mais il faut faire ce travail-là d'honnêteté intellectuelle, sinon ça ne marche pas. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. On a tenu notre timing, top. Donc déjà, merci beaucoup. Et on espère que cet entretien donnera envie aux gens de lire le livre, de s'engager peut-être même individuellement ou collectivement pour lutter contre ces obstacles de transformation, on va dire, de la société au-delà de la transition écologique. Je vais suggérer que si des gens mettent des questions dans les commentaires de la vidéo, on pourra refaire un petit comeback, retour sur les questions qui seront posées. Voilà, écoute, merci beaucoup. Si tu veux laisser un dernier petit mot de la fin, la parole est à toi. Oui, déjà merci à vous trois. Vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir échanger un peu à bâton rompu comme ça sur tous ces sujets liés aux transitions et aux obstacles. Et oui, le mot de la fin, je pense qu'il faut qu'on garde en tête que la transition, c'est vraiment une affaire de créativité. Voilà, la transition n'est pas l'apanage des ingénieurs, du champ, on va dire, des sciences dures, des sciences sérieuses. Il faut que chacun s'approprie les enjeux de transition en étant créatif et en n'oubliant pas les actions terrain, parce que c'est là que ça se passe, encore une fois. Merci. Merci, Lucas. Merci.